bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tic et Critique. Aujourd'hui on parle de Blade Runner 2049, réalisé par le très grand et génialissime Denis Villeneuve. Je ne vais pas vous refaire toute sa biographie, j'en ai déjà parlé dans mon épisode sur The Arrival. Je vous propose de retourner la voir si jamais vous voulez en savoir plus sur le bonhomme, mais passons tout de suite à ce qui nous intéresse, Blade Runner. Une fois de plus, Denis Villeneuve nous propose un film super lyrique, super rêveux, vaporeux, enfin voilà, vraiment dans son style, un film en fait très intéressant. Mais avant de rentrer dans la critique, replaçons un peu le film dans son histoire. Donc Blade Runner, c'est un film qui est sorti en 1982, réalisé par Ridley Scott, et qui à l'époque a vraiment fait figure d'ovni dans le paysage cinématographique. Ça se passe donc dans un monde futuriste où les humains côtoient les réplicants qui sont des espèces de créatures fabriquées par l'homme, mélange entre des robots et des créations biologiques. Mais malheureusement pour eux, ces réplicants sont un petit peu trop incontrôlables et donc l'État, le gouvernement, les autorités en tout cas, décident de les éliminer et est mis sur place une unité qui s'appelle les Blade Runner et donc qui sont en charge de faire disparaître tous ces petits robots gênants. À l'époque, le film n'a pas fait un énorme carton au cinéma, mais il s'est très vite imposé par la suite comme un incontournable et un précurseur du monde de la science-fiction. Non seulement par son histoire, qui est vraiment très intéressante, très critique des technologies futuristes, mais aussi tout simplement par les décors, les effets spéciaux qui sont absolument bluffants pour l'époque. Je vous rappelle donc qu'on est en 1982. Et puis aussi la musique qui est vraiment très importante dans le film. La musique et le sound design d'ailleurs. Le sound design, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est juste la façon de gérer le son dans un film, donc c'est-à-dire autant les bruitages que la musique, que les effets spéciaux, etc. Et dans le film, Blade Runner, elle est très importante parce qu'il n'y a pas une minute, il n'y a pas une seconde de silence. Il y a toujours un son derrière. Il m'est arrivé de l'écouter en fait avec des casques et on entend même parfois des voix en arrière-plan qui font un petit peu flipper, mais voilà, c'est vraiment, il y a du remplissage permanent, il y a toujours un son, donc cette atmosphère sonore est très importante dans Blade Runner et c'est, à mon avis, entre autres grâce à ça, qu'il est devenu si célèbre. Donc le film est tiré d'un roman de Philip K. Dick. Alors Philip K. Dick qui est un auteur très prolifique de science-fiction et qui nous a d'ailleurs livré Planète Hurlante ou encore Total Recall, qui ont tous les deux été adaptés au cinéma eux aussi. Donc voilà, le monsieur est plutôt doué. Ensuite, en 1995, une suite à Blade Runner est écrite, non pas par Philip K. Dick, mais par un de ses amis, qui s'appelle Blade Runner The Age of Human, et très vite derrière, plein d'idées, plein de projets fourmis pour donner une suite cinéma. Et comme toujours au cinéma, beaucoup de paroles et pas beaucoup d'actes, beaucoup de bruit pour rien, et le film va prendre beaucoup de temps avant d'être mis réellement sur les rails. De 1999 à 2015, on a eu de tout comme théorie, et c'est seulement donc en 2015 que Denis Villeneuve est officiellement reconnu comme étant le réalisateur du nouvel opus. Et Ridley Scott, lui, il a le rôle du mec qui touche de la thune parce qu'il a eu l'idée à la base. Bon, revenons-en à nos cochons. Action! Harrison Ford va rejoindre le casting parce que pendant tout un temps il était question qu'il ne vienne pas dans le film, et heureusement parce que ça rajoute la petite touche nostalgique qui manquait peut-être à Blade Runner 2049. À ses côtés, on retrouve Ryan Reynolds, qu'il est tout à fait inutile de présenter, et qui ici va jouer le rôle principal, parce que c'est vraiment lui qui est le personnage le plus important du film. C'est alors Dave Bautista, que vous connaissez notamment pour avoir été un grand catcheur et pour jouer dans les Gardiens de la Galaxie. Dave Bautista va faire des pieds et des mains pour être dans ce film de Denis Villeneuve. Et on va lui sortir quelque chose qu'il n'a pas l'habitude d'entendre, c'est qu'il est trop jeune pour le rôle. Je vous rappelle que Bautista a 48 ans. Il va donc passer de nombreux bouts d'essai, il va donc être grimé, et enfin, il va taper dans l'œil de Denis Villeneuve après de nombreux mois d'efforts. Il interprète ici un rôle assez court, assez petit, dès l'ouverture du film, et son rôle est certes très court, mais assez important parce que c'est ce qui va un petit peu enclencher toute la suite d'événements. Dans les rôles féminins, on retrouve des quasi-inconnus. Alors attention, je dis pas qu'elles sont mauvaises, mais elles servent plus de faire valoir aux personnages masculins. C'est un petit peu toute la question du film, mais on y reviendra après. Et enfin, le retour trop sous-exploité et trop de l'ordre du fanservice, Edward James Olmos, qui reprend son rôle de Gaff, l'homme aux origamis, et collègue de Harrison Ford dans le Blade Runner de 82. Il est ici en maison de repos, vieillard décrépit, et c'est un petit peu triste.
Ah oui, j'allais oublier une chose, il y avait un certain David Bowie qui était supposé jouer dans le film. Il devait jouer le rôle de Neander Wallace, créateur de Réplicant justement, mais il a été un petit peu, comment dire, empêché. Et c'est donc Jared Leto qui va reprendre le rôle. Et connaissant le bonhomme Jared Leto, vous vous demandez certainement quelle folie il a mis en place pour incarner réellement son personnage. Faisons appel à la roue de Jared. Dans les catégories, nous avons notamment se faire un tatouage pour le film, envoyer des cochons morts à ses costards, perdre 60 kilos, prendre 60 kilos, devenir aveugle, voilà. Voyons ce que la roue nous donne comme résultat. Et voilà, devenir aveugle. Et bien effectivement, Jared Leto est donc devenu aveugle pour le film. Alors, je vous arrête tout de suite, il s'est pas crevé les yeux non plus, il est pas fou à ce point-là, mais il s'est fait mettre des lentilles qui en fait le rendaient totalement aveugle. Il les mettait le matin avant d'arriver sur le plateau et donc il était amené par un assistant, un chien d'aveugle humain, qui le ramenait sur le plateau en le tenant par la main. Donc en gros, comme il le dit dans une interview, il a jamais vu ses partenaires en live sur le plateau de tournage. Bon, après il dit que Harrison Ford dans le rôle de Blade Runner était trop iconique pour lui et qu'en fait il avait envie de garder la part de mystère et que finalement être aveugle c'était pas plus mal parce que sinon il aurait perdu tout sang-froid. Je me demande quand même parfois si Jared Leto n'en fait pas un petit peu trop. D'ailleurs, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais assez curieux de le savoir. Enfin voilà pour ce qui est de l'univers du film. Passons tout de suite à la critique et au point positif. Le film est d'une immense théâtralité, des décors tout à fait incroyables, des lumières, des couleurs qui sont vraiment uniques et surtout une musique qui est magnifique. Elle allie référence aux musiques originales du film de 82 et création unique de façon vraiment très intéressante. Ici c'est Hans Zimmer qui va s'occuper de la musique. Hans Zimmer, vous le connaissez certainement, il a fait les musiques de Gladiator, de Pirates des Caraïbes, Inception, Interstellar, j'en passe et des meilleurs. Il succède à Vangelis qui avait fait la musique pour Blade Runner, grand compositeur de musique électronique progressive et surtout pionnier dans le domaine dans les années 70. Mais ce qui m'a vraiment plu dans Blade Runner 2049, c'est l'espèce de double niveau de lecture qu'on peut avoir. Premièrement, dans le film de 82, Harrison Ford, enfin son personnage, tombe amoureux d'une réplicante. C'est bizarre, parce que c'est un homme qui tombe amoureux d'une machine quelque part, hein. C'est bizarre, mais ça reste normal, parce que c'est un humain qui est amoureux d'une forme de vie qui lui est inférieure, vu qu'elle a été créée par l'homme. Et ici, dans la version 2049, Ryan Reynolds tombe amoureux d'une forme encore plus inférieure à la sienne, c'est-à-dire un hologramme. Et ça pose toute la question de savoir si les machines, si c'est normal, est-ce que les machines ont droit elles aussi à être amoureuses, à avoir des sentiments, enfin voilà, je trouvais ça assez intéressant et ça pose des questions. Et à chaque fois, ce sont les femmes qui sont un petit peu soumises aux hommes, en tout cas dans Blade Runner, ça pose la vraie question de savoir si les femmes ne sont en fait que des machines inférieures à l'homme. Tant qu'on en est à parler des femmes, dans Blade Runner, autant dans cette version que dans la première version, les femmes, elles sont toujours soumises aux hommes, elles ne montrent pas de véritable force, si ce n'est en se battant, que ce soit des joutes verbales ou des joutes physiques. Là, effectivement, elles peuvent être assez fortes, mais en ce qui concerne les relations amoureuses, les femmes dans Blade Runner sont toujours montrées comme des femmes soumises et influencées par l'homme dont elles sont amoureuses. Alors certains pourront voir ça comme une espèce de machisme ou de sexisme dans le film, moi je le vois plutôt comme une critique de ce machisme de la société. Et à l'heure actuelle où on parle énormément de problèmes de harcèlement, etc., je pense que ça tombe assez à point nommé. Autre petit détail, la musique qu'on entend à chaque fois que Ryan Reynolds démarre la machine qui va faire apparaître sa petite amie holographique, et cette musique c'est la musique de Pierre et le Loup de Prokofiev. Alors dans Pierre et le Loup, chaque protagoniste a sa propre musique, son propre thème, et ici celui qu'on entend c'est celui de Pierre. Et personnellement, j'ai interprété ça de la façon suivante, c'est-à-dire que Joy, donc Joy c'est son amoureuse holographique comme je l'ai dit, peut être comparée à Pierre, c'est-à-dire une petite chose assez faible qui ne paye pas de mine, mais finalement qui est capable, comme dans l'histoire de Prokofiev, qui est capable de mettre sa propre vie en danger pour protéger ceux qu'il aime, comme elle le fera dans le film. Voilà, c'est mon interprétation personnelle. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je pense que c'est assez ouvert à plein de possibilités. Et enfin, dernier gros point positif, c'est l'atmosphère générale qui est dégagée dans le film, grâce à ce côté très vaporeux, les couleurs, les décors. D'ailleurs, les décors sont réalisés par Denis Gassner. Denis Gassner, vous avez déjà vu son travail, j'en suis certain. Il a notamment fait les décors pour Big Fish, pour La Croisière des Mondes, et aussi pour les 3 derniers James Bond, par exemple. Donc, une pointure, je vous dis. Ça y est, je pense avoir à peu près tout dit pour les points positifs. Il y a beaucoup d'analyses qu'on pourrait faire, mais je vais pas le faire parce qu'il y a assez de vidéos sur le sujet.
qu'ils l'ont déjà fait, d'ailleurs je pense mieux que moi, mais voilà, je pense avoir déjà dit les essentiels. Maintenant je vais passer au point négatif. Alors, les points négatifs, les soi-disant retournements de situation. Alors oui, pendant tout le film, on est brinque-ballé à droite et à gauche, nous faisant prendre des vessies pour des lanternes. Bon, c'est très intelligent parce que c'est ce que vit Ryan Reynolds, enfin son personnage, c'est-à-dire qu'il pense quelque chose et puis il se trompe complètement, et voilà. Donc on nous trimballe à droite et à gauche, mais les retournements de situation, les choses qui sont censées nous faire... Il y a tellement d'indices qui sont disséminés partout dans le film que personnellement je le voyais venir à l'avance, vraiment gros comme une maison. Je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que du coup c'était pas fait assez délicatement. Mais oui, bon après la façon de nous trimballer à droite à gauche c'est pas mal parce que on ressent un peu, on est un peu perdu comme Ryan Reynolds l'est dans le film. Bah oui, lui aussi on lui fait croire un truc et puis en fait c'est l'opposé. Enfin voilà, je vais pas vous spoiler non plus, mais au final pas de réelle surprise. Et malgré ça, à la fin, Villeneuve, il nous prend la main comme il l'avait fait dans Arrival, j'en avais déjà parlé justement. Il nous prend la main pour bien nous expliquer, à base de flashbacks, de voix off, d'images, etc., la conclusion finale. Parce qu'ils nous prennent pour des cons. Je l'ai déjà dit, je le redis et je le redirai encore, il faut arrêter de prendre les spectateurs pour des cons. Si le film est bien fait, pas besoin d'avoir des flashbacks qui nous expliquent et qui nous remontent les trucs qu'on a vus 30 minutes avant pour qu'on comprenne « Ah oui, en fait, c'était pas un gentil, c'était un méchant » ou ce genre de choses. On n'est pas stupide, on a compris. Et pour moi, faire ce genre de choses, c'est preuve d'un manque de confiance en soi. C'est comme expliquer une blague. Si vous avez raconté une blague et que la blague est bonne, parfait, tout le monde a compris. Si vous racontez une blague et qu'après vous vous sentez obligé de l'expliquer, c'est que vous pensez déjà que votre blague elle est mauvaise et que vous pensez que le public est pas capable de la comprendre. Voilà, pour moi, c'est la synthèse. Ne faites pas ça, ne faites plus ça. On est assez intelligent pour comprendre tout seul comme des grands. Second point négatif, les longueurs. Oui, Blade Runner, c'est des longueurs. En fait, Blade Runner, c'est une longueur. C'est déjà ce qui m'avait dérangé dans Blade Runner originel. Alors, je sais qu'on me répondra que ça fait partie de l'univers, que c'est ça qui met l'ambiance, qui installe une certaine atmosphère, mais personnellement, il y a longueur et longueur. Il y a des longueurs intéressantes et puis il y a des longueurs qui installent de l'ennui. Moi, il y a des moments où je me suis vraiment ennuyé. Je sais bien que Blade Runner, c'est pas un film d'action, je n'attendais pas du tout ça, au contraire, mais il y a vraiment des longueurs qui sont pesantes. Je compare moi ces deux films à un album de rock progressif. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce genre de musique, vous savez, c'est le genre de choses qui parfois est très long à se mettre en place, qui est génialissime, qui est très intelligent, qui est très complexe, mais parfois très long à mettre en place et parfois on décroche un petit peu. Et pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est un album de rock progressif génial, mais parfois un peu pompant. Enfin voilà, 2 points négatifs, rien de bien méchant. Passons donc à la suite, la conclusion. Devez-vous aller voir ce film ou pas? Alors oui, je pense que vous devez aller le voir parce qu'on est face à vraiment une très belle œuvre d'art. On est face à un bon film qui certes ne marquera pas, à mon sens, autant que son prédécesseur, qui lui était un ovni à l'époque et donc voilà, on était un petit peu surpris. Ici, ce film ne montre rien de vraiment révolutionnaire dans l'univers cinématographique, mais ça reste un bon film. Pour moi, Blade Runner 2049, c'est comme voir une œuvre d'art, une peinture. C'est magnifique, c'est génial, mais ça bouge pas beaucoup. Mais malgré ça, vous serez certainement pas déçus. Non, parce que ça reste très très beau. Et alors, petite pépite, je vous encourage à aller voir les 3 courts-métrages qui ont été réalisés par des amis de Denis Villeneuve, 3 courts-métrages qui racontent ce qui se passe avant Blade Runner 2049. En fait, entre Blade Runner et Blade Runner 2049. 3 tout petits courts-métrages de quelques minutes à peine qui sont trouvables sur la page YouTube de Warner, où on va suivre plusieurs personnages, certains que vous verrez dans le film, certaines choses sont expliquées sur comment on en arrive là, etc. Je ne vous en dis pas plus parce que je trouve que c'est assez intéressant à regarder. Par contre, je vous conseille de les regarder après avoir vu Blade Runner 2049 pour éviter d'influencer votre expérience de visionnage. Ben voilà les amis, on a fini, j'ai un petit peu expliqué tout ce qu'il fallait. Moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé. N'oubliez pas, comme toujours, de liker, de partager, de vous abonner à Facebook, à YouTube. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique de film. Je ne sais pas encore laquelle ce sera, mais on espérera que ce sera aussi bien. Ciao!